Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être à nouveau parmi nous ce soir, seulement 2 semaines après notre première conférence, la question de la saison. Donc nous nous retrouvons dans le cadre de la fête de la science. On vous a distribué un petit programme qui récapitule la programmation autour de la fête de la science dans le réseau des bibliothèques intercommunales de l'Étang-Poix Sud-Essonne. Donc, sur proposition de Philippe Beaune, notre précieux collaborateur sur ce cycle de conférences La Question, on a donc fait une fête de la science, construit une fête de la science, pardon, autour de l'archéologie et de la paléoanthropologie. Donc, vous pourrez retrouver toute notre programmation, notamment samedi à 16h. On vous donne rendez-vous directement au musée pour une visite conférence de la nécropole de Chantambre. Voilà, ce qu'il en reste, les précieux restes au musée. Mais en tout cas, ce soir, on commence en beauté avec Monsieur Jean-Jacques Hublin, qu'on remercie vraiment chaleureusement d'être venu jusqu'à Étampes ce soir, pour une conférence qui s'intitule Que reste-t-il de Néandertal en nous? Vraiment, merci beaucoup d'être venu parmi nous. Donc, comme d'habitude, on écoutera Monsieur Hublin pendant environ 1 heure et puis après, je pense qu'on pourra échanger avec lui si vous avez des questions. Voilà, je remercie beaucoup les régisseurs du théâtre qui sont avec nous ce soir et qui nous permettent vraiment de dérouler ces conférences dans des conditions très très agréables pour nous, très très confortables. Et puis aussi Pauline de la librairie Les Échappés qui à nouveau est venue faire un dépôt, une vente de livres ce soir, puisque Monsieur Hublin pourra éventuellement dédicacer ce que vous aurez acquis ce soir, ce que vous aurez choisi sur la table de la librairie. Je ne vais pas en dire plus. Je sais que Philippe va vous parler beaucoup plus du contenu de la conférence et présenter Monsieur Hublin et puis aussi vous parler des prochaines conférences. Je vous souhaite une bonne soirée et puis n'hésitez pas si vous avez des questions sur les programmes en cours. On est à votre disposition à l'issue de la conférence. Très bonne soirée à tous et je vous passe le micro, Philippe. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Donc, comme d'habitude, je vais faire une petite introduction qui j'espère sera brève. Nous avons une représentation d'un paléanthropologue avec un casque colonial, un short, une chemisette kaki, grattant le sable dans des contrées lointaines et souvent hostiles et dégageant précautionneusement une mandibule amoureusement peignée au pinceau. En fait, quand on regarde maintenant ce que font les paléontologues, je pense que ce n'est qu'une toute petite partie de votre activité qui vous permet d'avoir du matériel, même si je pense que c'est une étape très émouvante quand même pour un chercheur de sortir un fossile qui va nous apporter des choses inconnues, et qu'en fait après il y a tout un travail, ça cache tout un travail qui implique des méthodes et des techniques extrêmement modernes qui permettent d'aboutir à des résultats stupéfiants sur nos origines, comme Jean-Jacques Hublin va nous le raconter. Donc vous allez nous raconter ça. Vous êtes formé à l'université Pierre et Marie Curie comme géologue et paléontologue. Vous êtes maintenant directeur du département évolution de l'homme à l'Institut Max Planck à Leipzig, un laboratoire qui rassemble des chercheurs de nombreux pays, et vous êtes professeur au Collège de France depuis 2014. Donc vous êtes une vedette internationale dans le domaine de la paléontologie, on pourrait dire une rockstar de la paléoanthropologie. Vous êtes invité dans le monde entier, vous êtes reconnu pour vos travaux sur la filiation du genre Homo, et vous avez mené vos recherches entre autres en Bulgarie, au Maroc, en particulier au Maroc, au Djebel Irhoud, et vous avez découvert le plus ancien, enfin, des fossiles, des morceaux d'Homo sapiens qui datent d'à peu près 300 000 ans, si je ne me trompe pas sur les dates. Mais en fait, vos contributions à la paléoanthropologie ne se résument pas à des découvertes d'ossements. Vous avez ensuite utilisé des méthodes modernes comme de la chimie, de la biochimie, de la génétique, de l'imagerie, de l'intelligence artificielle, associé à la géographie et à l'histoire, ou en tout cas ce qu'on peut en savoir de la préhistoire, parce que c'est assez lointain, pour élaborer une théorie de l'histoire de l'homo sous toutes ses formes, et en particulier sur l'origine multirégionale et africaine de ces homos. Je pense que vous aurez l'occasion de nous en dire un mot. Mais je ne vais pas tout vous révéler, je vais laisser à Jean-Jacques Hublin vous émerveiller avec ses nouvelles connaissances sur nous et sur nos origines. Avant de vous laisser la parole, je vais dire
quelques mots un peu polémiques. J'avoue que je ne comprends pas comment la France n'arrive pas à garder ses chercheurs, des chercheurs de votre niveau. Vous êtes un exemple avec Emmanuel Charpentier, qui a eu le prix Nobel en 2020 pour la découverte de CRISPR-Cas9. Et j'espère qu'elle viendra ici parce qu'elle est originaire de Juvisy. De chercheurs français qui sont formés en France, et je pense bien formés en France, et qui vont faire leurs recherches à l'étranger, ce qui a été le cas pour vous deux en Allemagne. Mais Emmanuel Charpentier s'est beaucoup promené entre les États-Unis, l'Autriche, l'Allemagne, la Suède, et très certainement parce qu'on leur offre des conditions de travail qui sont bien meilleures. On aura peut-être l'occasion d'en reparler au niveau du débat, mais je vais saisir cette occasion de dire qu'il est dommage qu'on laisse partir des chercheurs de votre qualité. Je vous signale d'ailleurs que la semaine dernière, dans Le Monde, il y a eu tout un article sur le déclin de la recherche française qui illustre tout à fait ce que je viens de dire. Voilà, je ne vais pas lancer la polémique plus loin, je vous laisse la parole et je vous remercie infiniment d'être venu dans des contrées lointaines, pas hostiles, au contraire prêtes à vous accueillir. Et je vous laisse la parole et je vous remercie infiniment. Bonsoir à tous, merci d'être venus m'écouter ce soir dans ce charmant petit théâtre d'Étampes que je ne connaissais pas. Il faut dire que je ne connaissais pas vraiment Étampes avant ce soir en fait. Mais enfin, j'ai trouvé. Donc on va pas parler de tous les sujets en fait qui ont été évoqués par Philippe, malheureusement, parce qu'on a un temps limité. Et donc, je voudrais vraiment ce soir essentiellement vous parler en fait des interactions, si je peux dire, entre notre espèce, Homo sapiens, et puis une autre espèce que tout le monde connaît, qui est l'homme de Néandertal. Et vous allez voir que c'est un sujet sur lequel il y a eu énormément de choses nouvelles depuis une vingtaine d'années. On a appris énormément de choses. Alors, avant de parler de Néandertal, je voudrais dire quelques mots de notre espèce. Et puis, de toute façon, vous allez voir, ça va être constamment un aller-retour entre les deux. En fait, Néandertal, il est connu depuis très longtemps, hein, très longtemps, tout est relatif, depuis le milieu du 19e siècle. Et c'est probablement l'homme fossile qui a été le plus étudié, discuté. On a beaucoup de fossiles d'hommes de Néandertal. Et dans le fond, comme c'est un groupe qui est très proche de l'homme actuel, sa définition, c'est notre définition en négatif, en quelque sorte. C'est par rapport à Néandertal, souvent, qu'on a essayé de définir notre espèce. Alors, notre espèce, elle est très diverse. Hein. Les hommes qui peuplent la planète ont une très très grande diversité. Ils se sont adaptés à des environnements variés. Donc il y a des couleurs de peau, des proportions corporelles, des formes du visage qui varient d'une région à une autre du monde. Comme je le disais, sous l'effet de l'adaptation, c'est-à-dire de la sélection naturelle. Et puis aussi d'autres phénomènes qui affectent notre évolution, quelque chose qu'on appelle la dérive génique, qui est le fait que des petits groupes isolés pendant un certain temps fixent des caractères un petit peu au hasard, justement parce que ce sont des petits groupes. Aussi un mécanisme qui est la sélection sexuelle, qui est très importante. Bon, il y a des trucs qui plaisent, d'autres qui plaisent moins, et ça joue sur la descendance et sur le nombre d'enfants que telle femme ou tel homme peuvent avoir. Mais ce qui est quand même important à bien comprendre, c'est que même si les hommes sont très variés, eh bien, tous ces hommes, c'est le même homme, si je peux dire. C'est-à-dire que ces variations qu'on observe d'une région à l'autre du monde, elles sont là, elles existent, mais ce sont quand même des variations assez cosmétiques, si je peux dire. Et on a toutes les raisons de penser que tous les hommes actuels, en fait, ont une origine commune très récente, et donc qui représente une espèce qui est assez homogène, en fait. Même si cette espèce, comme je disais, peuple des environnements très variés. Ça, c'est un autre caractère tout à fait particulier des hommes, c'est qu'ils ont réussi à coloniser toutes sortes de milieux
C'est vraiment une espèce qu'on trouve depuis l'équateur jusqu'au pôle. Il habite au sommet des montagnes, il habite dans des régions désertiques, inhospitalières, et puis il est allé sur la Lune, il va peut-être aller sur Mars, hein, donc il s'est vraiment, si je peux dire, répandu absolument partout, et il s'est répandu partout marginalement grâce à des adaptations biologiques, mais en fait surtout grâce à des adaptations culturelles. Hein. Si les Inuits vivent au Groenland, c'est pas juste parce qu'ils ont des proportions corporelles un peu différentes des nôtres. C'est parce que, ils ont inventé des bateaux, des armes, des habitats qui leur ont permis de s'adapter là. Et en fait, l'homme, c'est une espèce qui modifie l'environnement. On en parle beaucoup aujourd'hui, mais en fait qui modifie l'environnement depuis assez longtemps. Alors au début c'était à petite échelle, hein, des vêtements, un habitat, des choses comme ça, c'est-à-dire créer une espèce de bulle tropicale autour de lui qui lui permet d'aller un peu partout. Et puis ensuite modifier l'environnement à des échelles plus grandes, notamment avec le développement de l'agriculture. L'autre caractère qui fait que les hommes ont réussi à s'implanter dans toutes sortes d'environnements, c'est que c'est une espèce sociale et c'est une espèce qui est capable de montrer une grande solidarité entre individus. Et cette solidarité, elle va très au-delà d'un petit groupe familial. Hein. Chez les hommes, on a des réseaux qui s'établissent, qui peuvent être des réseaux très étendus, et aujourd'hui, ce sont des réseaux planétaires. Et donc, les hommes peuvent se montrer solidaires non seulement de leurs parents, de leurs enfants ou de leurs voisins, mais ils peuvent se montrer solidaires de gens qu'ils connaissent absolument pas, hein, qui habitent très loin. Et ça, c'est probablement une caractéristique de notre espèce qui n'a peut-être pas toujours été présente chez des groupes plus anciens et qui explique, je pense, aussi en grande partie le succès de notre espèce qui un peu, explosif. Hein. On a aujourd'hui sur Terre, quand je parle de la Terre, je veux dire des terres émergées, des vertébrés terrestres qui sont en très grande majorité soit des hommes, soit des animaux domestiques. Hein. C'est-à-dire que les vertébrés terrestres qui ne sont ni des hommes ni des animaux domestiques aujourd'hui, c'est très peu de choses par rapport aux hommes et aux animaux domestiques. Ça n'a pas toujours été comme ça. Alors cette situation d'une espèce humaine comme ça, présente partout, et qui est un peu la même partout, en fait, c'est une situation très différente de ce qui a prévalu dans le passé. Donc c'est quelque chose qui nous paraît normal, mais en réalité, à l'échelle des temps géologiques, ce n'est pas normal du tout. Et si on remonte dans le temps, ici, vous avez le dernier million d'années d'évolution des hominines, c'est-à-dire le groupe qui rassemble les hommes et leurs ancêtres et leurs parents les plus proches. Vous voyez que dans le passé, il y a eu toutes sortes d'espèces différentes, d'hominines, qui ont coexisté à la même époque. Là, vous avez une échelle de temps, et vous voyez, si vous remontez il y a 300 000 ans, par exemple, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hein, et on en trouve encore. On en a trouvé récemment. Alors, on discute beaucoup pour savoir si ces groupes sont vraiment des espèces biologiques différentes ou pas. Mais au moins dans certains cas, on a affaire à des créatures qui sont très très différentes de nous, et on va y revenir dans un instant. Et donc vous voyez qu'il y a une seule barre qui atteint le sommet de mon cadre, c'est-à-dire le moment présent, et c'est cette barre orange qui représente notre espèce. Donc il y a quelque chose de très particulier dans l'évolution des hominines, c'est qu'on a connu une très très grande variété dans le passé, tout le temps, et puis quand même, à un moment donné, il y a une espèce qui a remplacé toutes les autres.
Et dans le fond, c'est probablement le phénomène le plus remarquable, le plus important, disons, du dernier million d'années d'évolution des hominines. C'est ce moment où il ne reste plus que l'Homo sapiens. Et donc, c'est évidemment un phénomène qui intéresse beaucoup les paléanthropologues et qui comment dire, pose beaucoup de questions, ouvre de nombreux débats pour essayer de comprendre pourquoi on a cette situation-là aujourd'hui. Alors je vous disais que ces hominines, ils sont très variés. Le groupe qui va nous intéresser ce soir, à part notre espèce, c'est cette barre rouge marquée Homo néanderthalensis, donc c'est ces néandertaliens. C'est un groupe eurasiatique. Il a un groupe frère. Alors les néandertaliens, c'est plutôt l'ouest de l'Eurasie, l'Europe. Les Denisoviens, qui sont là, qui est un groupe qui a été découvert il n'y a pas très longtemps, eh bien, c'est le groupe frère des néandertaliens en Asie. Et tout ce monde-là, c'est-à-dire les Homo sapiens, les néandertaliens, leurs cousins, leurs ancêtres, ils ont une origine commune il y a environ 650 000 ans. Donc il y a à peu près 650 000 ans, on a une séparation de ces différentes lignées, probablement essentiellement géographique, cette séparation. On a une espèce qui est au départ uniquement africaine, et puis là des groupes qui sont des groupes plutôt eurasiatiques. Alors je vous disais que ces espèces d'hominines peuvent être très différentes les unes des autres. Voilà une des espèces qui était sur mon schéma précédent, là, celle-ci, là, cette petite barre bleue. Eh bien, c'est une créature qui a vécu dans une île indonésienne, qui est l'île de Flores, qu'on a découvert il n'y a pas très longtemps, qu'on a appelé Homo floresiensis, et qui est une créature qui vivait encore il y a seulement 50 000 ans. Alors vous me direz, 50 000 ans, c'est il y a très très longtemps, mais si vous vous souvenez que le schéma que je vous ai montré avant, il couvrait 1 million d'années, 50 000 ans, c'est pas il y a si longtemps que ça, en fait. Et vous voyez que cette créature, elle est quand même très différente de la dame qui est derrière et que vous reconnaissez. C'est votre voisine. C'est une femme moderne, un Homo sapiens. Donc là, on a une petite créature, grande comme ça, avec un cerveau gros comme un pamplemousse, même un pamplemousse pas très gros, et avec des tas de caractères du squelette tout à fait bizarres. Donc je pense que si vous rencontriez Homo floresiensis dans les rues d'Étampes ce soir en rentrant chez vous, je ne pense pas que vous le confondriez avec un de vos voisins ou voisines, et je pense que probablement vous accéléreriez le pas pour rentrer chez vous. Donc on a vraiment dans cette radiation des hominines des choses très très différentes. Alors pour en revenir à ceux qui nous intéressent le plus, c'est-à-dire Homo sapiens et Néandertal, je vous ai dit, Homo sapiens, c'est une espèce qui, très longtemps, a été une espèce exclusivement africaine. Et voilà une photo de ce site de Djebel Irhoud qui a été évoqué en introduction de ma présentation. C'est un site donc qui est au Maroc, entre Safi et Marrakech, et qui a livré les plus anciens Homo sapiens qu'on connaisse aujourd'hui, qui ont environ 300 000 ans. Ça, c'est une reconstitution plus ou moins artistique de ces Homo sapiens. Ils sont quand même très différents des hommes actuels. Dans le fond, ce qui est le plus proche de nous chez ces Homo sapiens anciens, c'est la face, qui est une face de quelqu'un que vous pourriez rencontrer aujourd'hui sur Terre. Ils ont d'autres caractères, en particulier des caractères de leur encéphale, de leur cerveau, qui sont assez différents de ce qu'on trouve aujourd'hui. Alors 300 000 ans, vous voyez que c'est quand même assez éloigné de ce point de divergence que j'évoquais entre les origines des Néandertaliens, les origines des Sapiens, les origines des Denisoviens. Donc il s'est passé des tas de choses depuis cette divergence. Et on a eu une longue évolution en Afrique des ancêtres d'Homo sapiens qui, pour l'instant, sont relativement mal connus ou mal compris.
Alors pourquoi, je vous ai dit déjà à plusieurs reprises que on pense que les origines de notre espèce sont des origines africaines. D'abord parce qu'on a des fossiles d'Homo sapiens en Afrique qui sont très anciens, et que tout ce qu'on a, qu'on peut rapprocher de notre espèce et qu'on trouve en dehors d'Afrique, en Eurasie, en Europe par exemple, sont des restes qui sont beaucoup plus récents que 300 000 ans. Hein. En Europe, vous allez le voir, je vous montrais tout à l'heure, les plus anciens Homo sapiens européens qu'on a, ils ont 45 000, 46 000. Donc vous voyez, c'est assez récent. À côté de ces indices paléontologiques, on a aussi toute une série d'arguments qui sont des arguments d'ordre génétique et que depuis les années 80, on a largement exploré. Ce que vous avez là, c'est un arbre phylogénétique de lignées génétiques qui correspondent à une partie de notre génome dont on va reparler un peu plus tard, qui est ce qu'on appelle l'ADN mitochondrial. Cet ADN mitochondrial, ce n'est pas l'ADN de nos chromosomes, c'est un ADN qui est contenu dans le cytoplasme de nos cellules, et il est transmis que par les mères à leurs enfants. Et donc, comme il est transmis que par les mères à leurs enfants, eh bien, il ne se recombine pas à chaque génération. Donc, c'est un ADN qui, de ce point de vue-là, est relativement facile à étudier. Parce que dans le fond, la seule chose qui peut lui arriver, c'est qu'au cours du temps, il peut muter, bien sûr, mais en tout cas, il n'y a pas ce mélange de l'ADN de papa et maman qui se produit avec l'ADN nucléaire, l'ADN des chromosomes. Et donc, on a identifié depuis longtemps des lignées qu'on peut nommer. Vous voyez, on leur a donné des lettres, des chiffres. Hein. Et quand on regarde les différences et les ressemblances entre toutes ces lignées d'ADN mitochondrial, donc qui sont des lignées maternelles en fait, hein, eh bien on peut les grouper en paquets en groupant celles qui se ressemblent le plus. Et quand on fait ces groupements, eh bien on construit un arbre comme celui-là, et cet arbre, eh bien toute la partie qui est ici à gauche, qui est surlignée en vert, eh bien c'est une partie qui est représentée exclusivement en Afrique. Et donc ce que vous avez là en fait, c'est les lignées mitochondriales les plus anciennes, les plus diverses, qui sont africaines, et les lignées mitochondriales qu'on trouve en dehors d'Afrique, là, celles qui ne sont pas surlignées en vert, et bien dans le fond, ce sont toutes des lignées qui sont issues d'une lignée africaine, qui est cette lignée L3, qui est sortie d'Afrique à un moment donné et qui a donné des lignées en dehors d'Afrique. Donc si vous prenez cet arbre et que vous le retournez dans l'autre sens, eh bien vous aurez un arbre un peu comme un vrai arbre enraciné en Afrique, avec une branche qui passe au-dessus du mur du voisin et qui va en Eurasie. Et c'est exactement ce que donnent les données génétiques. Et ça n'est compatible qu'avec une origine africaine de notre espèce et une sortie d'Afrique, où vous verrez qu'on pense qu'il y en a eu plusieurs en réalité. Et tout ça m'amène donc à vous dire que, dans le fond, la grande histoire de l'évolution des hominines récentes, alors je ne vous parle pas de Lucie ou des Homo erectus ou de créatures qui vivaient il y a plusieurs millions d'années, hein. Je vous parle de l'évolution récente des hominines. En fait, c'est quoi ? On a des formes à grand cerveau comme Néandertal, Denisova, Homo sapiens. Alors j'ai laissé de côté les Homo floresiensis et autres. Hein. Donc Homo sapiens, ils habitent en Afrique, ils sont originaires d'Afrique, et puis les autres habitent là, dans les moyennes et les basses latitudes de l'Eurasie. Et à un moment donné, eh bien, Homo sapiens, il va sortir d'Afrique et il va remplacer tous les autres. Et dans le fond, le résultat de cette histoire-là, eh bien, c'est ce que je vous ai dit au début de mon exposé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule espèce humaine. Alors, ce grand remplacement, c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus compliqué que juste cette simple expansion d'une espèce en dehors d'Afrique qui remplace les autres,
Parce que vous allez voir que, d'abord, c'est assez compliqué, cette histoire de sortie d'Afrique. Et puis surtout, il y a eu des interactions avec les populations archaïques qui étaient en Eurasie, et même des mélanges, de l'hybridation, des choses assez compliquées. Et ça, c'est quelque chose qu'on a mis essentiellement en évidence, mais pas seulement, avec l'homme de Néandertal, que vous avez là, ici au premier rang, et donc qui a été remplacé par le gaillard là, qui est là derrière. Alors cet homme de Néandertal, je vous disais, on le connaît depuis le milieu du 19e siècle. On l'a d'abord découvert surtout en Europe, et puis ensuite on l'a découvert au Proche-Orient, ici en Israël, en Syrie, dans toutes ces régions-là, et puis on l'a trouvé aussi excusez-moi, on l'a découvert en Asie centrale. Et puis récemment, il y a quelques années quand même, on l'a trouvé aussi là, assez loin vers l'est, dans des sites de l'Altaï. Et ce qu'on voit quand on regarde la date de tous ces sites, c'est que très probablement, c'est un groupe qui s'est individualisé dans l'ouest de l'Eurasie, qui est une espèce quand même de cul-de-sac géographique, hein, de milieu relativement isolé, et qui s'est répandu de temps en temps vers l'est en fonction essentiellement de variations climatiques, environnementales, qui permettaient cette expansion. Et là, ma foi, il a été en contact avec les Denisoviens, hein, dont je parlais tout à l'heure, qui sont un groupe qu'on connaît plutôt en Asie. Et puis alors, ici, au Levant, il y a une autre zone de contact, qui est une zone de contact avec les sapiens, en tout cas des formes africaines. Alors les plus anciens néandertaliens qu'on connaisse, ils ont un peu plus que 400 000 ans ou 400 000 ans, quelque chose comme ça. Alors 400-450 000 ans, d'ailleurs, je vous ai dit, la date de divergence sapiens-néandertal, c'est vers 650 000. 450 000, c'est la divergence dénisovien-néandertal. Donc on a des fossiles qui viennent d'Angleterre, qui viennent d'Espagne, en particulier un site très connu qui s'appelle Cima de los Huesos, où on a trouvé énormément de fossiles. Et ces fossiles qui ont autour de 400 000, ils ne sont pas comme les néandertaliens plus tardifs qu'on connaît mieux, mais ils ont déjà des caractères néandertaliens très, 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 très nets, en particulier dans la face. Alors l'évolution des néandertaliens, je vous ai dit, elle s'est faite essentiellement dans la partie occidentale de l'Eurasie, dans un environnement, un paysage qui a pu souvent être très différent de ce que nous connaissons aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que, vous voyez cette courbe là, cette courbe ici, c'est une courbe où le passé est à droite, le présent est à gauche. Hein. Donc, vous voyez, c'est les 7 derniers millions d'années. Donc là, c'est beaucoup plus long que l'évolution des néandertaliens. Hein. Mais c'est juste pour vous montrer que depuis 7 millions d'années, cette courbe qui est, pour dire les choses un peu de façon caricaturale, une courbe de température, vous voyez que la température dans les moyennes latitudes de la Terre a tendance à baisser de plus en plus, c'est-à-dire qu'on est parti de températures qui étaient beaucoup plus chaudes que ce qu'on a connu récemment. Donc il y a un refroidissement constant depuis 7 millions d'années. Et surtout, il y a eu des fluctuations avec une alternance de périodes plus chaudes et plus froides. Et récemment, au cours, disons, des derniers 700-800 000 ans, des périodes franchement froides avec un développement de glaciers sur une grande partie de l'Europe, dans des températures beaucoup plus froides qu'aujourd'hui, et puis des températures comparables à ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, vous voyez que le swing, si je peux dire, entre le chaud et le froid
s'est accéléré énormément au cours des derniers quelques centaines de milliers d'années. Et c'est donc dans ce type de climat changeant, de géographie parfois très différente de celle qu'on connaît aujourd'hui, qu'ont évolué les Néandertaliens. Et on pense d'ailleurs que ces fluctuations climatiques ont eu une influence très grande sur la taille des populations. Et je parlais tout à l'heure de cette dérive génique qui s'ajoutait parfois à la sélection naturelle pour, dans le fond, accélérer un peu l'évolution. Eh bien, on pense que ces crashs démographiques périodiques des Néandertaliens sont peut-être une des raisons pour lesquelles, en fait, sur le plan anatomique, sur le plan morphologique, eh bien, ils évoluent assez rapidement. À droite, ici, vous avez deux crânes qui sont des crânes de chimpanzés communs et de chimpanzés nains, le bonobo et le chimpanzé commun. Je ne sais pas si vous êtes très familier avec le bonobo, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens dans la salle qui soient capables de faire la différence entre ces deux crânes, qui en fait se ressemblent beaucoup. Pourtant, on a affaire à deux espèces qui ont évolué de part et d'autre du fleuve Congo et qui sont séparées depuis 2 millions d'années. Et ici à gauche, le crâne d'un homme de Néandertal assez tardif, qui vient du sud-ouest de la France, le gisement de la Ferracie, et puis un crâne qui est le crâne du fameux homme de Cro-Magnon, qui lui est un Homo sapiens, un peu plus récent. Et vous voyez que du point de vue de la morphologie, de la face, de la morphologie de la boîte crânienne, eh bien même quelqu'un qui est totalement, j'allais dire, naïf et ignorant de ce qu'est la paléanthropologie peut immédiatement voir qu'il y a des différences assez flagrantes. Il m'est arrivé de faire des présentations à des enfants dans des écoles primaires. Eh bien, même des enfants de petites classes primaires voient tout de suite que ces deux crânes ne sont pas du tout pareils. Et d'ailleurs, en général, ils identifient très très bien quelles sont les différences. Donc on a pendant un laps de temps beaucoup plus court que là 2 millions d'années, là 600 000 ans, une divergence très rapide, et ça pose question un petit peu sur pourquoi, dans le fond, les hommes ou les hominines évoluent plus vite, si je peux dire, que leurs parents, les grands singes africains notamment. Alors cette évolution des Néandertals et puis leur remplacement par les Homo sapiens, c'est quelque chose qu'on peut suivre aussi dans le registre archéologique. Et alors, je vais dire des choses qui sont outrageusement simplifiées, mais disons qu'en Europe, les Néandertaliens, ils sont essentiellement associés à des industries du paléolithique inférieur et du paléolithique moyen, et en particulier au paléolithique moyen, quelque chose qu'on appelle le moustérien, qui est assez bien représenté et qui, en Europe en tout cas, a toujours été fabriqué par des hommes de Néandertal. Alors, ce n'est pas vrai ailleurs. Par exemple, au Proche-Orient, on a du moustérien qui a été fabriqué aussi par des Homo sapiens. Mais en tout cas, en Europe, où il n'y avait que des Néandertaliens pendant très longtemps, eh bien, on a ce moustérien. Alors, dans le moustérien, il y a des objets qui peuvent être assez sophistiqués, comme par exemple ce beau biface triangulaire de la fin du moustérien. Mais à côté de ça, l'industrie moustérienne, c'est quand même souvent des éclats qui sont relativement informes. Alors, les préhistoriens sont très forts pour les classer, leur donner des noms, les faire rentrer dans des catégories. On n'est pas tout à fait sûr que les Néandertaliens, eux, reconnaissaient ces catégories-là. Mais bon. Alors, quand les Homo sapiens arrivent dans nos régions, donc très tardivement par rapport à leur longue histoire africaine, où ils ont aussi fabriqué des outils qui ressemblent beaucoup aux outils des hommes de Néandertal, quand ils arrivent avec une panoplie assez différente. Et en Europe, on a quelque chose qu'on appelle le paléolithique supérieur, qui lui est essentiellement
pour ne pas dire exclusivement associés à des Homo sapiens récents. Et là, c'est un monde complètement différent, avec des outils qui sont beaucoup plus stéréotypés dans leur fabrication, beaucoup de pointes qui servent à fabriquer des armes de jet, pointes en silex, pointes en os, en ivoire, en bois de cervidé, tout un développement d'une panoplie de chasse qui s'appuie sur des armes pour tuer à distance. Donc c'est vrai que comme on n'a pas toujours des fossiles humains, on a tendance parfois à identifier la présence d'un groupe ou d'un autre, non pas par des fossiles, des ossements, mais par ces fameux outillages qui, eux, sont quand même beaucoup plus abondants. On a des millions d'objets en silex trouvés dans une multitude de sites archéologiques. Alors c'est un exercice qui est un petit peu dangereux parce que en fait on se rend compte que parfois on a tort d'identifier directement des industries lithiques avec des groupes biologiques. Alors, je vous disais qu'on a beaucoup progressé dans l'étude des Néandertaliens depuis une vingtaine d'années, et c'est notamment à cause du développement de la paléogénétique. Depuis, disons, le début des années 2000, on a assisté à un progrès technique extraordinaire dans la fabrication de machines pour séquencer le génome. Je vous rappelle que quand on a voulu séquencer le génome humain, je ne parle pas de la nuit des temps, hein, c'était il y a une vingtaine d'années. Hein. Donc quand on a voulu séquencer le génome humain, on avait un budget prévisionnel qui était de l'ordre de 3 ou 4 milliards de dollars. Et d'ailleurs, tout le monde se demandait comment on allait le faire, et ça n'a été rendu possible que parce qu'il y a eu une sorte de coalition de laboratoires à l'échelle mondiale, avec même des entreprises privées qui ont participé à ça. Et je pense que c'est une des rares entreprises humaines où, dans la réalité, quand on est arrivé au bout de ce séquençage, on s'est rendu compte que ça coûtait beaucoup moins cher que ce qu'on croyait que ça allait coûter. En général, c'est plutôt le contraire qui arrive. Hein. Eh bien, ça, c'est à cause de ce progrès extraordinaire de ces séquenceurs. Et aujourd'hui, on peut séquencer le génome d'un être humain, non pas pour 4 milliards de dollars, mais pour moins de 1000 dollars. Hein. Et ces coûts baissent constamment. Donc, je pense que nos enfants, certains qui sont dans la salle ici, auront leur génome complet séquencé pour quelques centaines d'euros, parce que ça aura probablement un intérêt sur le plan particulier médical, mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc, grâce à ces progrès techniques, on a été capable de séquencer le génome humain, mais à la fin des années 90, début des années 2000, on a des chercheurs qui se sont attaqués au génome des fossiles aussi. Au début, ça paraissait un peu de la science-fiction, mais en particulier, grâce aux efforts d'un de mes collègues qui travaille dans le même institut que moi à Leipzig, qui est le chercheur Svante Pääbo, eh bien, on a réussi à séquencer des petits bouts d'ADN néandertalien conservés dans des ossements, et puis de proche en proche, on a fini par réussir à séquencer tout le génome néandertalien. Et aujourd'hui, on a des génomes d'ADN mitochondriaux, ce dont je vous parlais tout à l'heure, d'ADN nucléaire complet, très détaillé, même plus détaillé que ce qu'on obtiendrait pour des gens bien vivants aujourd'hui. Et ce séquençage du génome, alors de quelques individus, hein, on n'a pas, alors on a 2 ou 3 pour lesquels on a un génome complet, puis après on en a d'autres pour lesquels on a des grands bouts de génome. Ça a été une mine d'informations extraordinaire. On pourrait passer toute la soirée à parler de ça. On a appris énormément de choses. D'abord, on a confirmé un peu ce que pensaient les paléontologues en termes de relations entre Néandertal, Sapiens, d'autres espèces. Mais on a eu des informations aussi d'une toute autre nature. Par exemple, des informations sur la démographie. Donc, en étudiant le génome, on peut évoluer
on peut étudier au cours du temps l'évolution de la taille des populations. Ce paquet de multicolores que vous voyez là sont des populations actuelles. Hein. Vous voyez que quand on remonte dans le temps, eh bien, on voit qu'elles ont connu des fluctuations. Alors, évidemment, jusque-là, elles sont toutes en Afrique, hein, leurs ancêtres, donc c'est un peu la même évolution, puis après, ça se diversifie. La ligne rouge et la ligne noire que vous avez là, ce sont des informations qui sont tirées de génomes néandertaliens ou dénisoviens. Vous voyez que c'est un schéma assez différent avec une baisse assez forte de la taille des populations, de la diversité en tout cas des populations. Et ça, c'est quelque chose qu'on a observé dans de nombreuses études. C'est-à-dire que ces néandertaliens, je pense que vous ne pouvez pas voir de la place où vous êtes ce schéma, mais c'est un arbre qui vous montre ici en rose des populations néandertaliennes ou dénisoviennes. Et puis là, vous avez des populations, ici c'est une population africaine d'Afrique de l'Ouest. Donc cette séparation, il y a environ 600 000 ans. Les chiffres que vous avez à l'intérieur de ces branches sont des chiffres qui expriment ce que les généticiens appellent la taille de la population effective. Ce n'est pas vraiment la taille de la population, c'est la taille de la population qu'il faudrait pour expliquer la diversité de la population actuelle. Mais il y a un lien entre les deux quand même. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que ces tailles de population affectives chez les néandertaliens ou chez les dénisoviens, c'est tout petit. On parle de quelques milliers d'individus, voire parfois de quelques centaines d'individus. Donc des tailles de population effectives très, 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 très faibles. Et on a de nombreux indices tirés de la génétique qui nous montrent qu'on a affaire à des petits groupes qui n'ont rien à voir avec, évidemment, les populations récentes humaines. Puis alors, l'autre grande découverte de cette exploration du génome néandertalien, ça a été de montrer que, alors d'accord, on a l'Homo sapiens, là, les néandertaliens et les dénisoviens, tout ce monde-là se sépare à partir d'un ancêtre commun qui a environ 600 000 ans. Et vous voyez, toutes ces flèches rouges pleines ou en pointillés, en fait, ce sont ce que les généticiens appellent des introgressions, c'est-à-dire des mouvements du génome d'un groupe dans un autre. Et bon, je pense qu'en gros, vous savez tous comment le génome de quelqu'un peut pénétrer le génome de quelqu'un d'autre. Mais tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au cours du temps, il y a eu des contacts assez proches pour qu'il y ait des reproductions entre ces différentes lignées. Vous voyez, ce n'est pas arrivé qu'une seule fois, c'est arrivé à plusieurs reprises. Donc on a un remplacement des néandertaliens et des dénisoviens par notre espèce, mais c'est un remplacement où se produisent ce genre d'épisodes. Et le résultat de tout ça, c'est que quand on regarde le génome des hommes actuels, alors ce que vous avez là, c'est une représentation schématique de vos 23 paires de chromosomes. Hein. Et sur ces chromosomes, vous voyez qu'il y a des petites barres rouges. Et ces barres rouges, ce sont des endroits du génome de nos chromosomes, dans les noyaux de nos cellules, où on peut trouver de l'ADN néandertalien qui a persisté dans le génome actuel. Alors là, vous voyez qu'il y a des traits rouges partout, hein, mais en fait, en réalité, chez chaque individu, il n'y a pas tout ça. Hein. Chez chaque individu, en moyenne, il y a environ, en dehors d'Afrique, en Afrique, normalement, il n'y en a pas, mais en dehors d'Afrique, on a en moyenne à peu près 2% d'ADN néandertalien, vous et moi. Et puis alors, si on va en Asie, on va trouver par-dessus cet ADN néandertalien qui se balade dans le génome des hommes actuels, aussi de l'ADN de dénisovien parfois qui s'ajoute à ça. Mais vous voyez quand même que ces barres rouges, elles ne sont pas, comme je le disais, partout. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que
mes 2% d'ADN néandertalien, c'est pas vos 2% d'ADN néandertalien, ni les 2% d'ADN de madame. Et si on met ensemble tous les 2% de tout le monde, normalement, on devrait avoir 100% de l'ADN néandertalien. On ne devrait même pas avoir besoin de séquencer l'ADN de fossiles. Il suffirait de prendre de l'ADN des gens d'aujourd'hui et d'aller chercher, trouver un moyen d'identifier cet ADN d'origine néandertalienne. Et en fait, quand on prend tous les 2% de tout le monde, eh bien, on arrive à un peu plus, enfin autour de 40% du génome néandertalien. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que alors on a trouvé, enfin essayé de trouver diverses explications à ce phénomène, mais l'explication la plus probable, c'est que c'est surtout l'effet de la sélection naturelle, et on va en revenir là-dessus dans quelques instants. Alors avant de poursuivre quand même sur ce schéma, sur ce sujet, je voudrais vous dire que, quand on a découvert ça, il y a des gens qui ont dit, mais alors, Néandertal, c'est la même espèce que Homo sapiens, puisqu'ils se reproduisent entre eux, etc. Et ça a alimenté énormément de spéculations, de discussions. En fait, c'est plus compliqué que ça. Pourquoi? Parce que on se rend compte, depuis qu'on est capable de faire du séquençage de génome pour beaucoup moins cher que ce qu'on croyait autrefois, eh bien on se rend compte que cette histoire d'introgression du génome d'une espèce dans une autre, c'est quelque chose qui est absolument trivial dans la nature. On le trouve ça partout, enfin partout. Chez les mammifères, il y a à peu près un quart des mammifères où, si on cherche bien, on va trouver de l'ADN qui ne devrait pas y être et qui vient de chez les voisins. Donc ça existe chez les carnivores, chez les primates, chez les cétacés, chez tout un tas de créatures, les éléphants, enfin bon bref, je vous passe les détails. Voilà juste un exemple que je voulais vous montrer. Ce sont deux espèces de babouins. Le babouin Anubis et le babouin cynocéphale, donc en Afrique de l'Est. Alors vous voyez, ils ont des territoires assez bien définis, mais il y a une zone, là, ici au milieu, où ils se rencontrent et ils s'hybrident. D'accord ? Et là, on a affaire à des espèces qui sont séparées depuis beaucoup plus longtemps que les Néandertaliens et les Homo sapiens. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que si on regarde le génome de ces deux espèces, alors donc ici le génome est représenté par ces lignes, alors une espèce verte et l'autre espèce jaune. Ce que vous voyez, c'est que dans la zone d'hybridation, on a des génomes où il y a un peu de toutes les couleurs, puisqu'on a des hybrides qu'on peut trouver. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on s'éloigne de cette zone d'hybridation, eh bien, tous les individus d'une espèce comme de l'autre portent tous au moins un petit peu de l'ADN de l'autre espèce. D'accord ? Et donc ça montre que c'est un phénomène qui est relativement ancien, je dirais profond. Et ce qui est vraiment passionnant dans le cas de ces babouins, c'est qu'on voit bien qu'il y a un mécanisme qui empêche d'une certaine façon ces deux espèces de fusionner. Et donc ça nous dit quoi tout ça? Ça nous dit que la définition de l'espèce, ce n'est pas juste la question de savoir si on peut s'hybrider et produire des hybrides féconds. C'est un peu plus compliqué que ça, parce que même quand on peut s'hybrider, eh bien, il y a des mécanismes qui se sont mis en place avec le temps et qui font que la séparation continue à exister. Et c'est probablement ce qui se passe aussi avec nos néandertaliens et nos homo sapiens. Alors si on va regarder dans le génome des formes archaïques comme les néandertaliens ou les dénisoviens, eh bien on va trouver des bouts d'ADN qui ont été introgressés dans le génome des hommes actuels. Donc voilà les chromosomes 1, 2, 3, 4, etc. Alors toujours la même histoire. Les petites barres rouges, c'est de l'ADN néandertalien. Les petites barres bleues, c'est de l'ADN dénisovien. Et on voit qu'un certain nombre de ces bouts d'ADN qui ont été non seulement introduits dans notre génome, mais surtout préservés par la sélection naturelle,
correspondent à des bouts d'ADN qui donnent un avantage à celui qui les porte. Alors, ce sont souvent des avantages qui sont liés à des conditions de milieu. Par exemple, en Asie, on a un petit bout d'ADN hérité des Denisoviens qui permet de respirer l'atmosphère raréfiée en oxygène de la haute altitude. Donc ça, ce genre de truc-là, si vous arrivez d'Afrique, que vous hybridez et qu'il y a ce bout-là d'ADN qui rentre dans votre génome, la sélection naturelle va le garder parce que c'est positif. D'accord ? Alors, il y a beaucoup de choses qui sont liées en particulier au système immunitaire qui ont été héritées des Néandertaliens. Donc ça, c'est de la sélection positive. Mais à côté de ça, je vous l'ai dit, il y a aussi de la sélection négative. C'est-à-dire qu'il y a des hybrides qui ont malheureusement ont tiré le mauvais numéro et qui ont eu un bout d'ADN qui n'était pas si bon que ça à avoir. Et dans ce cas-là, la sélection a purgé, dans le fond, l'ADN des descendants de ces gens-là, s'ils en ont eu, de cet ADN-là. Et c'est pour ça qu'il y a en gros 60% de l'ADN néandertalien qu'on ne trouve pas aujourd'hui dans les 2% des uns et des autres. Et d'ailleurs, on a dans notre génome des mutations qui sont produites dans notre espèce, qu'on trouve chez tous les individus vivants aujourd'hui, quasiment, et qu'on ne trouve jamais chez les Néandertaliens ou les Denisoviens. Et donc, il est probable que ces mutations-là, elles étaient extrêmement bénéfiques. La sélection naturelle les a imposées un petit peu dans toutes les populations actuelles. Et ce qu'on voit, c'est que souvent, c'est ce qu'on appelle ces déserts néandertaliens dans notre génome, se trouvent autour de gènes qui sont très importants pour nous, hommes modernes. Et on trouve comme ça, dans l'organisme, des organes où l'expression du génome néandertalien est assez faible. C'est le cas, par exemple, du cerveau. Alors, dans le cerveau, moins que dans d'autres organes, on a une expression du génome néandertalien. C'est probablement parce que là, la sélection naturelle a plutôt favorisé le génome qui était le génome d'origine africaine et d'origine sapiens. D'ailleurs, soit en passant, quand on regarde l'évolution du cerveau dans notre espèce, alors ce que vous avez ici, ces polygones, sont des choses qui représentent une représentation mathématique, une expression mathématique de la forme complexe de l'encéphale. Vous voyez que, si vous regardez ce schéma ici, vous voyez que les Homo erectus, les Néandertaliens et des sapiens anciens, évolue depuis longtemps un peu dans la même direction, qui est une direction d'augmentation de la taille du cerveau. Et à un certain moment, il y a une divergence de ces polygones bleus violacés qui représentent des Homo sapiens d'époques différentes. Donc on voit bien que notre espèce a connu une évolution très particulière du cerveau, et ça s'appuie probablement sur des mutations qui sont des mutations importantes pour nous. Et là, la sélection naturelle n'a pas laissé l'ADN néandertalien, j'allais dire, venir trop influencer nos caractères. Alors, il y a un autre organe dans lequel on ne trouve pas beaucoup d'ADN néandertalien exprimé. Ce sont les testicules. Et vous me direz, pourquoi les testicules ? Probablement parce que les hybrides mâles étaient pas très féconds, ou avaient une fécondité vraiment très très réduite. Et donc là, c'est un phénomène qu'on observe de façon assez classique quand on a une hybridation entre des espèces qui sont en train de diverger, avant que ne s'installe une barrière
étanche, si je peux dire, de non-interfécondité, il y a des étapes successives qui se mettent en place. Et une des étapes, c'est celle-là, c'est qu'un des deux sexes, en général chez les mammifères, c'est les mâles, voient leur fécondité réduite. Et quand on regarde aussi la distribution de l'ADN néandertalien à l'intérieur de notre génome et qu'on compare ce qui se passe sur le chromosome X et sur les autres chromosomes, vous voyez qu'il y a aussi un pattern qui est assez différent. Et tout ça, en fait, suggère un petit peu la même chose, c'est-à-dire cette histoire de relative stérilité ou de fécondité réduite des hybrides mâles. Alors pourquoi c'est important ? C'est important parce que ça procède de ce que je vous montrais tout à l'heure avec mes babouins, c'est-à-dire le fait que même si on a des espèces qui ne sont pas encore complètement séparées et qui peuvent s'hybrider, il y a déjà des mécanismes en place qui empêchent un retour en arrière, dans le fond, et qui empêchent une fusion complète de ces groupes. Et c'est probablement ce qui était déjà le cas entre Néandertaliens et Sapiens. Alors comment ces introgressions sont produites et quand elles se sont produites ? En fait, en étudiant de façon détaillée le génome de toutes ces formes, on s'est rendu compte qu'il y avait eu probablement plusieurs épisodes d'hybridation, d'introgression. Et des épisodes, pour certains, qui sont très anciens. En particulier, on s'est rendu compte que l'ADN mitochondrial, vous savez, celui qui est transmis que par les femmes, que l'ADN mitochondrial des Néandertaliens les plus anciens était assez différent de l'ADN mitochondrial des Néandertaliens les plus récents, et que les Néandertaliens les plus récents avaient un ADN mitochondrial qui ressemblait plus à celui des Homo sapiens d'origine africaine qu'à celui des Néandertaliens anciens. Et l'explication de cette situation, c'est que même si on a ce schéma avec Denisoviens et Néandertal qui correspondent à un groupe séparé des origines d'Homo sapiens il y a à peu près 600 000 ans, à un moment donné, autour de 300 000, 350 000, l'ADN mitochondrial des Néandertaliens a été remplacé par de l'ADN d'origine africaine. Et ça, évidemment, ça n'est possible que grâce à des hybridations. Et on a un phénomène un peu du même genre avec le chromosome Y. On voit aussi que le chromosome Y des Néandertaliens les plus récents, c'est probablement un chromosome Y d'origine africaine qui est rentré dans le génome des Néandertaliens. Et donc ça suggère que bien avant ce grand remplacement dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire cette sortie d'Afrique dans les moyennes latitudes des Homo sapiens qui remplace tout le monde, il y a déjà eu au Proche-Orient probablement des épisodes où des populations africaines sortaient un peu d'Afrique, étaient en contact avec des Néandertaliens, et là il se passait des phénomènes d'hybridation où ensuite la sélection naturelle, dans le fond, privilégiait, dans les exemples que je vous ai donnés, l'ADN mitochondrial ou le chromosome Y d'origine africaine sur celui qui était présent chez les Néandertaliens locaux. Comment se passe ce remplacement final ? Je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure sur les outillages. Ça, c'est une carte d'Europe qui vous montre différents types d'outillages qu'on trouve dans cette période dite de transition. Alors là, on est quand même assez proche du présent, on est entre 45 000 et 40 000. Et vous voyez qu'il y a toute une variété d'outillages. Je n'ai pas le temps de vous montrer les différences entre tous ces outillages, mais évidemment, la tentation a été forte de vouloir identifier, rattacher chacun de ces outillages, soit à des Néandertaliens, soit à des Homo sapiens, dans une espèce de mosaïque géographique où on aurait eu les deux groupes en Europe à un moment donné. En fait, il faut dire que dans la plupart des cas, on ne connaît pas l'artisan de ces outillages. Et quand on le connaît, parfois c'est un peu surprenant. Alors, il y a un de ces outillages qu'on trouve ici
dans le centre de la France, le nord de l'Espagne, qu'on appelle le châtel péronnien. Et ce châtel péronnien, c'est un outillage de pierre taillée, d'outils en os, justement qui ressemble beaucoup à ce que je vous ai décrit tout à l'heure comme du paléolithique supérieur. Vous vous souvenez, je vous ai dit des pointes, des outils stéréotypés, des petites lamelles, des petites pointes, des choses comme ça. Eh bien, dans ce châtel péronnien, on connaît quelques fossiles humains, ce sont des néandertaliens. D'accord ? Et donc ça, évidemment, c'est une source de trouble parce que, dans le fond, on se rend compte que probablement, à cette époque-là, il s'est passé des phénomènes assez compliqués entre ces deux grands ensembles biologiques, et en tout cas que les derniers néandertaliens ont été capables, alors soit spontanément, je pense c'est assez improbable, soit sous l'influence de contacts avec des homo sapiens venant d'ailleurs, de produire ce genre d'objets, y compris des objets de parure. On va y revenir dans un instant. À l'époque où vivent ces derniers néandertaliens en Europe de l'Ouest, eh bien, on commence à trouver des vestiges humains qui sont des vestiges d'Homo sapiens. Alors, un exemple, vous me direz, c'est loin de l'Europe, c'est la Sibérie occidentale, mais je vous montre quand même ce fossile parce qu'il est intéressant à plus d'un titre. C'est un fémur humain. Un fémur, il est cassé, mais enfin, c'est un fémur. Anatomiquement, c'est un fémur d'Homo sapiens, c'est assez différent d'un fémur d'homme de Néandertal. On connaît son génome, on l'a séquencé, et on a pu le dater directement au radiocarbone. Et il a environ 44 500 ans. Il est trouvé ici à 57 degrés de latitude nord. Et vous voyez que nos populations d'origine africaine, qui rentraient de temps en temps dans le sud de l'Eurasie, eh bien là, pour le coup, elles vont tout d'un coup beaucoup plus loin vers le nord. Et dans le fond, c'est ce mouvement de ces populations dans les moyennes latitudes qui va un peu sceller le sort des Néandertaliens. Autre site qui est un site remarquable et qui me tient à cœur parce que en fait j'y étais il y a encore une semaine, qui est le site de Bachokiro en Bulgarie. Et c'est un site aussi où on a trouvé des formes d'Homo sapiens très anciennes et qui sont contemporains de ces derniers néandertaliens qu'on trouve en Europe occidentale. Donc ce site de Bachokiro, il a livré des outillages qu'on appelle du paléolithique supérieur initial. Donc vous avez bien compris ce que ça veut dire, c'est le début du paléolithique supérieur. Ce paléolithique supérieur initial, on ne le trouve pas seulement à Bachokiro, on le trouve au Proche-Orient, on le trouve plus à l'est, jusqu'en Mongolie, dans l'Altaï. Et c'est un type d'outillage dont on a l'impression que c'est un marqueur de cette expansion des Homo sapiens dans les moyennes latitudes. Dans le fond, l'impression qu'on a, c'est que ces excursions des Homo sapiens hors d'Afrique au Proche-Orient, longtemps, elles ont été conditionnées uniquement par des changements environnementaux, en particulier des variations de l'aridité ou au contraire de l'humidité au Sahara, en Arabie. Mais à partir d'un certain moment, disons autour de 50 000, eh bien, ces populations ont, disons, évolué, innové de telle façon qu'elles ont été capables de venir coloniser des régions beaucoup plus septentrionales. Et c'est comme ça qu'elles sont venues, dans le fond, peupler des territoires qui étaient des territoires néandertaliens et être en concurrence avec ces derniers néandertaliens. Alors à Bachokiro, on a des restes humains, voilà une dent par exemple, donc on peut faire une analyse morphométrique très précise de cette dent et montrer que c'est vraiment une dent d'Homo sapiens. Alors ce sont des vestiges très fragmentaires, mais ça c'est un maxillaire, un morceau de face. Là encore, sur le plan anatomique, c'est quelque chose qui est tout à fait moderne.
Mais surtout, ce qui est important dans ce site de Bachokiro, qui est très bien stratifié, qui est très bien étudié, c'est qu'on a pu dater directement tous ces petits bouts d'os que vous voyez là, qui sont des ossements humains. Et on a des dates qui sont des dates entre environ 46 000 et 43 000, qui sont des dates plus anciennes que les dates des derniers néandertaliens que l'on connaît en Europe occidentale et qui sont là-haut. Donc vous voyez, les dates de Bachokiro et d'Oustishim, c'est des dates autour de 45 000, voire un peu plus. Les dates des derniers néandertaliens qu'on a en Europe, c'est 42 000 à peu près. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit, tout ça? Eh bien, ça nous dit que le remplacement des néandertaliens par les Homo sapiens, ça n'a pas été un processus rapide et ça n'a pas été un processus simple. On a plusieurs milliers d'années de recouvrement à l'échelle de l'Europe, hein, ça ne veut pas dire localement, hein, mais à l'échelle de l'Europe, on a un recouvrement de plusieurs milliers d'années entre ces deux espèces. Et du coup, en tout cas c'est mon interprétation, ça explique qu'on ait des interactions entre ces deux groupes, qui soient des interactions à la fois biologiques, on a parlé d'hybridation, et puis des interactions d'origine culturelle, si je peux dire. Hein. Et il est très frappant de voir qu'à Bachokiro, on a des objets de parure, des dents d'ours percées, qui sont des objets de parure qui ressemblent énormément aux objets de parure qu'ont fabriqués les derniers néandertaliens un peu plus à l'ouest, un peu plus tard en Europe. Et pour ma part, je pense que c'est lié à des contacts entre ces groupes et à la diffusion de ces comportements d'un groupe à un autre. Alors, contact, eh bien, à Bachokiro, on a la preuve, si je peux dire, de ces contacts. À nouveau, ces schémas où vous voyez des bâtons qui représentent les chromosomes hein, d'individus. Ce qui est représenté en bleu, ce sont des bouts d'ADN nucléaires néandertaliens introgressés dans le génome de ces Homo sapiens. Vous voyez que certains individus, celui-là ou celui-là, ont non seulement des petites barres bleues d'ADN, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure déjà dans plusieurs schémas, mais ils ont carrément des grands morceaux de leur ADN, des grands morceaux de chromosomes qui sont entièrement néandertaliens. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là, eh bien, ils ont eu un ancêtre néandertalien de façon très proche dans le temps, avant le moment où ils ont vécu. Entre 5 et 10 générations, à peu près. Pourquoi? Eh bien parce que à chaque génération, l'ADN du père et de la mère se recombine pour créer un nouveau génome. Et donc, quand on a une hybridation, eh bien, au départ, on a sur chaque chromosome des grands bouts d'ADN de la mère, des grands bouts d'ADN du père, hein, qui sont collés comme ça les uns aux autres. Et puis ensuite, à chaque génération, quand les descendants vont se reproduire à l'intérieur d'un groupe d'Homo sapiens, eh bien, ces grands bouts d'ADN néandertalien, ils vont se fragmenter de plus en plus d'une génération à l'autre. Et on peut, en mesurant la taille de ces fragments, dans le fond, estimer le nombre de générations qui sont écoulées depuis ce phénomène d'hybridation. Donc, quand on regarde de près le génome de ces hommes de Bachokiro, ce qu'on voit, c'est qu'ils ont des tout petits bouts d'ADN néandertalien qui correspondent, si je peux dire, au premier shot, celui du Proche-Orient, celui du contact il y a plus que 50 000 ans. Hein, et puis, ils ont des bouts beaucoup plus grands qui viennent d'un contact récent, juste quelques générations avant, et probablement là, en Europe, dans cette région de Bulgarie où ils ont vécu. Alors, en même temps, ce qui est quand même assez remarquable, c'est que même si ces individus ont comme ça ces grands segments d'ADN néandertalien dans leurs chromosomes, eh bien, globalement,
quand on calcule le pourcentage d'ADN néandertalien qu'ils ont, eh bien, on pourrait s'attendre à ce qu'ils en aient plus, en fait, en pourcentage. Et ils n'en ont pas tellement plus que vous et moi. Ils en ont un peu plus, mais pas beaucoup plus. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, d'une part, et donc ça, c'est ce que nous disent les grands segments d'ADN néandertaliens, ils ont eu un contact avec des néandertaliens il n'y a pas très longtemps, mais aussi, ça nous dit que la sélection naturelle, vous savez, cette espèce de purge que la sélection mène sur notre génome pour éliminer tout ce qui est mauvais, si je peux dire, eh bien cette purge est extrêmement efficace et j'allais dire même violente, puisque 5 à 10 générations après l'introgression, après l'hybridation, eh bien on voit que déjà le pourcentage total d'ADN néandertalien dans chaque individu, dans le fond, n'est pas si élevé que cela. Alors l'autre chose intéressante, c'est que en fait, ce scénario que je viens de vous décrire, c'est-à-dire des groupes qui viennent du Proche-Orient où ils ont déjà eu un premier contact avec les Néandertaliens, eh bien, ont à nouveau des contacts et qui sont des contacts assez récents. Donc ça, c'est en Bulgarie. Eh bien, en République tchèque, on a un autre fossile de la même époque, à peu près. Il est moins bien daté que ceux de Batchokiro. C'est une femme qui a été découverte il y a assez longtemps en République tchèque, enfin un crâne de femme. Eh bien, c'est très intéressant parce que quand on regarde donc elle vivait probablement à peu près à la même époque que mes hommes de Batchokiro. Eh bien, cette femme, elle, dans son génome, on ne trouve que des relativement petits bouts d'ADN nucléaire néandertalien. Et donc, ça veut dire qu'elle, elle appartient à un groupe qui a seulement hérité, si je peux dire, d'ADN néandertalien à l'occasion d'un contact ancien au Proche-Orient, mais là, en Europe, en République tchèque, enfin, il n'y avait pas de République tchèque à l'époque, mais là, dans cette région d'Europe centrale, eh bien, elle n'a pas du tout, enfin, du moins, son groupe n'a pas connu du tout le même genre d'histoire que les hommes de Batchokiro. Donc tout ça, ça nous dit qu'on a probablement des petits groupes de pionniers, si je peux dire, d'Homo sapiens qui arrivent graduellement, de façon ancienne, dans les moyennes latitudes de l'Europe. Ils vont coexister à côté des Néandertaliens qui habitent, peut-être pas juste à côté, mais un peu plus loin pendant quand même assez longtemps, puisqu'on parle de plusieurs milliers d'années à l'échelle de l'Europe. Et ces petits groupes, eh bien, ils vont connaître chacun des histoires qui peuvent être assez différentes les uns des autres. Et ce qui est tout à fait remarquable aussi, c'est que quand on regarde, alors là, la partie du génome qui est la partie, purement sapiens de leur génome, on se rend compte que dans leur ADN mitochondrial, eh bien, ils ont des individus qui appartiennent à des lignées qui n'existent plus du tout en Europe aujourd'hui, mais qui existent uniquement en Asie ou en Amérique, chez les Amérindiens. Et dans l'ADN nucléaire, eh bien, c'est la même chose, c'est-à-dire que, pour dire les choses simplement, ces hommes de Batchokiro ou cette femme de Zlatikoun, eh bien, sont des gens qui n'ont pas de descendance, ou presque pas de descendance, dans les populations européennes actuelles. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'eux-mêmes ont été plus tard remplacés par d'autres Homo sapiens. Donc, vous voyez, une histoire beaucoup plus compliqué que ce qu'on a imaginé au départ, cette espèce de remplacement simple, un phénomène beaucoup plus complexe. Donc je vous montre cette photo de... Alors là, l'artiste s'est quand même laissé aller à la... Comment dire au féminisme radical de l'époque. Je ne suis pas sûr que ce soit les dames qui tenaient la sagaie, mais là, sur son image, oui. Par contre, ce qui est probablement assez réaliste, c'est d'avoir représenté des hommes, en l'occurrence des femmes ici, à peau sombre. Donc on a ces vagues successives qui viennent du Proche-Orient et qui non seulement remplacent les Néandertaliens, mais se remplacent les unes les autres
aussi. Et ces hommes de l'Aurignacien, ceux qui vont venir après les hommes du Paléolithique supérieur initial de Batcho-Quirot, eh bien, ce sont eux qui ont produit les peintures rupestres de Lascaux et tout un art assez complexe qu'on trouve dans ces sites du Paléolithique supérieur et qui sont, alors on appelle ça de l'art, mais c'est probablement le support aussi à des croyances assez complexes, une mythologie. Et vous vous souvenez, au début de mon exposé, je vous ai dit, notre espèce, dans le fond, ce qui a fait son succès, c'est sa capacité à créer des réseaux. Et ces réseaux sont des réseaux qui unissent des gens qui ne sont pas forcément parents, qui ne se connaissent pas. Mais généralement, ces réseaux, en tout cas ceux qui sont les plus forts, sont des réseaux qui s'appuient sur le partage de croyances communes, de traits culturels communs, qui peuvent être la langue, qui peuvent être la religion. Et donc, ces mythes partagés par ces hommes, c'est quelque chose qui avait une grande importance, qui peut-être explique pourquoi aujourd'hui il n'y a que des Homo sapiens sur Terre et pas d'hommes de Néandertal, si ce n'est les 2% d'ADN que vous et moi nous portons. Je vous remercie pour votre attention.